Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur Limp, petit soft de chez Arta qui va nous permettre de faire des mesures de courbe d'impédance. Le principe en fait il est tout bête, c'est qu'on utilise une carte son, une carte audio, n'importe laquelle, pourvue d'une sortie casque. Donc là j'utilise encore ma vieille XTJ Sound Blaster. Donc la sortie casque en fait elle alimente un haut-parleur et en même temps une sonde, un retour sonde. Il y a donc un seul canal de sortie, le signal généré par le logiciel, et sur la carte audio on utilise l'entrée ligne qui elle a donc deux canaux, un qui est le retour sonde direct de ce qu'elle envoie elle-même, et la deuxième entrée qui est en fait une mesure directe aux bornes du haut-parleur. Le haut-parleur est alimenté par la sortie casque mais à travers d'une résistance de 100 ohms. Ce qui fait que ça l'influence encore plus que s'il était en direct, et ça nous permet de mesurer en gros la différence de tension qui se trouve aux bornes du haut-parleur par rapport à la sortie de la carte audio. On regarde le schéma. Voici donc le schéma proposé par Arta, c'est dans le manuel de Limp en fait. La première figure, la 3.1, c'est celle que j'utilise. On utilise une sortie casque et deux entrées lignes de la carte son. Donc là on peut voir que la sortie casque, voilà, elle est le point chaud, le point central est relié directement à une des entrées de la carte audio, l'entrée right. Si vous vous plantez, ça peut s'inverser après dans le logiciel, autant le faire directement bien, ça évite de cocher des cases. Ce signal là passe en série à travers une résistance de 100 ohms pour attaquer le haut-parleur. L'autre borne du haut-parleur sera reliée bien sûr à la masse, toutes les masses sont communes sur ce schéma. L'autre entrée de la carte son, l'entrée left, donc son point chaud est aux bornes du haut-parleur, donc après la résistance. En gros, pour faire très simple, toutes les masses sont communes, le haut-parleur on le relie à la sortie casque, et les deux entrées gauche et droite de la carte son, il y en a une avant la résistance et l'autre après. Voilà, ça c'est dans le cas d'une carte son qui aurait une sortie casque et qui pourrait nous servir directement. Si on veut faire vraiment travailler les haut-parleurs à une certaine puissance, histoire que l'influence mécanique peut-être de la caisse de l'enceinte puisse être matérialisée, ça va peut-être changer un petit peu la donne, on peut utiliser un ampli de puissance audio. Donc on utilise quand même la sortie audio de la carte son, pas forcément casque, du coup ça peut être une sortie ligne. On la rentre dans un ampli mono, on a besoin qu'un seul canal. À la sortie de cet ampli, on va aller directement rentrer dans la carte son. Alors, je dis directement, mais en fait on met un petit pont diviseur de tension, histoire d'éviter de saturer la carte audio. Il y a même plus bas dans les explications du schéma, un autre petit schéma avec deux diodes Zener tête bêche pour éviter de saturer, de cramer tout bêtement sa carte son. Parce que si vous mettez une tension, je sais pas moi, d'une dizaine de volts en entrée, si là le convertisseur il est mal protégé et qu'il est qu'alimenté qu'en 5 volts, grosso modo, dès qu'on dépasse la tension d'alimentation d'un convertisseur analogique numérique, on le crame. À moins qu'il soit bien conçu, bien protégé, mais carte son à pas cher, trucs comme ça, attention, évitez à tout prix de lui envoyer une tension supérieure à sa propre alimentation. Pour info, toutes les cartes son USB, quasiment sont toutes alimentées en 5 volts, donc si vous dépassez les 5 volts, vraiment faites gaffe. Voilà, donc une entrée de la carte audio qui est directement l'image de la sortie d'ampli, passant par le pont diviseur de tension, et on passe en série à travers une résistance cette fois-ci de 27 ohms, et cette sortie après la résistance, donc on attaque directement le haut-parleur, et la deuxième entrée de carte son également avec un pont diviseur de tension pour les mêmes raisons. Alors ce petit schéma tout bête, il se retrouve là. Voilà, il y a deux paires de bornes. Les bornes servent à brancher le haut-parleur test. Il y a deux résistances en parallèle là, en fait c'est que j'avais pas de résistance de 100 ohms, donc j'ai mis deux résistances de 200 ohms en parallèle, des résistances de précision à 1%. À choisir, vaut mieux mettre deux résistances 200 ohms en parallèle plutôt que deux résistances 50 ohms en série, puisque là en fait en faisant ça, en les mettant en parallèle, on augmente la précision finalement des résistances, que en les mettant en série, on aurait
perdu en précision. Si on avait deux résistances précises à 1%, 1% plus 1%, on avait peut-être 2% d'erreur. Alors que là, ça se trouve, on en a plus que 0,5. C'est merveilleux. Alors comment fait-on? C'est vraiment pas compliqué. J'allais dire on branche le haut-parleur, mais non. Avant de brancher le haut-parleur, il faut calibrer. Alors pour calibrer, justement, on branche rien. Ce qui fait que dans le montage, si vous vous en rappelez encore, du coup il n'y aura aucune influence sur la deuxième sortie. Les entrées 1 et 2 devraient avoir quasiment le même niveau, le même signal. Et on va vérifier. Dans Setup, on va voir Audio Devices, et là on va pouvoir choisir notre driver, notre carte audio. Donc là je prends mon XTJ. Le format Wave, 16 ou 24 bits, ok. Ensuite, il faut calibrer. Donc dans Record, Calibrate, là on peut générer le signal et le calibrer. Alors si je fais Generate, je génère le signal. Ce qu'on voit ici, c'est le signal du vumètre d'entrée. Si jamais ça saturait, je peux vous montrer ce que ça donne d'ailleurs, faudrait baisser le niveau d'entrée ou de sortie. Mais là, on va peut-être plutôt chercher à avoir un maximum de niveau de sortie. Là, c'est mon niveau d'entrée. Voilà, je suis allé dans paramètres de son, options. Je suis bien sur l'XTJ, recording. Ok. Je sélectionne l'entrée ligne. Et là, on voit que si je monte, ça devient rouge là. Je sature. Donc je baisse. Orange, c'est un peu limite. On baisse jusqu'à être dans la zone verte. Et là, a priori, allez, je reprends une petite marge. On serait pas mal. Sachant que playback, bien entendu, j'ai coupé, hop là, l'entrée ligne, micro, tout ce qui sert à rien, à part wave à fond, play control, volume à fond. Alors je viens de remonter le volume, ça se trouve, ça a remonté mon niveau d'entrée. Alors lui, je sais pas pourquoi à chaque fois il resélectionne l'entrée micro, alors que je préférerais qu'il reste par défaut sur l'entrée ligne. Enfin, bon. Ça n'a pas changé grand chose. Hop, voilà, je reste dans le vert, tout va bien. Donc là, c'est bon, généré, c'est bon. Maintenant qu'on est calibré, on peut lui demander de vraiment faire la calibration. Donc on appuie sur Calibrate. Ça mouline. Et c'est fait. La différence entre les canaux est de 0,09 dB. Donc en gros, 0,1 dB, ça va, c'est pas grand chose. C'est même normal, il y a quand même la petite résistance en série. Donc tout va bien. On peut appuyer sur OK. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce programme-là. Si ça vous intéresse, j'irai feuilleter le manuel. Sachez juste que le logiciel est gratuit, qu'on le retrouve sur le site d'Arta et que ça s'appelle Limp. Voilà. Pour faire le test, on clique tout bêtement ici, Start Rec. Et là, je viens de comprendre, effectivement, on voit rien du tout. J'appuie sur Stop. Il manquerait pas un truc? On l'a pas branché, donc on branche. Voilà, tout simplement. Alors, plus, moins, on s'en fout. C'est un signal alternatif. Le haut-parleur il est tout seul. Il n'y aura pas d'opposition de phase. Donc on s'en fiche du câblage. On branche dans n'importe quel trou qui rentre. Voilà. Petite astuce pour le haut-parleur. Si vous le posez, le baffle va être influencé par le support sur lequel vous le mettez. Donc théoriquement en fait, il faudrait l'accrocher avec un fil, le suspendre, histoire qu'il soit à l'air libre avec rien autour. Le décoller pas mal du sol. Voilà, de retour sur notre écran. Le haut-parleur est donc bien branché. Et maintenant c'est bon, on va appuyer sur lecture là. Ça devrait... On entend un peu le son du haut-parleur. Et ça y est, ça fonctionne. La courbe est en train de se tracer. Donc là, ce qu'on voit en vert, c'est l'impédance du haut-parleur. Et ce qu'on voit en gris, c'est la phase. La rotation de phase, la différence de phase entre le signal qui sort de la carte audio et celui que reçoit le haut-parleur. Donc on voit bien que là on a une résonance, c'est la résonance, la fréquence de résonance du haut-parleur. Là où l'impédance du haut-parleur monte le plus, donc là on peut mesurer précisément la fréquence et la valeur ohmique de l'impédance. Donc là on voit qu'on est à 111 Hz, on monte à quasiment 31 ohms.
si on veut se mettre là, voilà, là on est à 33 ohms, 112 Hz. Voilà. Alors si on clique ailleurs, mettons à 1000 Hz, souvent les impédances des haut-parleurs sont données à 1000 Hz. Là, à 1000, on voit qu'on est à 4,2 ohms. Alors c'est un haut-parleur de bagnole, c'est bien donné pour 4 ohms, bon 4, 4,2, bah c'est... On y est, c'est bien ça. Voilà, donc si vous voulez faire un baffle avec ce superbe haut-parleur de voiture Kenwood, eh bien il faudra penser que la caisse devra avoir une fréquence de résonance accordée à 110 Hz. Voilà, à bientôt.